Alors, il est 18h30, on va pouvoir commencer. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. La nouvelle configuration qui, en effet, nous permet eh bien, d'avoir plus d'espace en l'absence du public, puisque, en effet, aucun motif dérogatoire ne permet d'être présent. Donc, voilà. Mais heureusement, Diego est là et nous filmons cette séquence. Elisa, si tu peux faire l'appel, on va procéder à l'appel. Et puis ensuite, je vous demanderai qu'on puisse, avant d'aborder l'ordre du jour de ce conseil municipal, procéder à la proclamation des résultats du CME. Parce que, évidemment, compte tenu des circonstances, ils n'ont pas pu être installés. Donc, Eric, on a vu avec Eric Flamand. Et donc, on le fera publiquement pour eux en direct sur Facebook Live. Donc, si personne ne voit d'inconvénient à ce que Elisa soit secrétaire de séance, pas de vote contre, pas d'abstention, merci. Donc, Elisa, tu peux faire l'appel, s'il te plaît. Madame Poussier-Winsbach Marie-Agnès. Monsieur Aubry-Pierre. Madame Marie-Cale Stéphanie. Monsieur Roussel-David. Madame Tessier-Dominique. Monsieur Cony-Florentin. Monsieur Demondion Jean-Marie. Madame Poulain-Denise. Madame Bougon Marie-France. Monsieur Duval-Patrice. Madame Baril Evelyne. Madame Soun Brigitte. Monsieur Lambert Serge. Madame Jor Christine. Madame Delalandre Agnès. Madame Duornay Catherine. Monsieur Maheu Reynald. Madame Vonjon Stéphanie. Monsieur Flamand Éric. Monsieur Fiquet Jonathan. Monsieur Hôpital Jean-Baptiste. Monsieur Valérie Mathias. Madame Lepelletier-Montaine. Monsieur Jeanne Patrick. Monsieur Louise et Jacques. Madame Carl Lambert Chantal. Madame Ligaudan Isabelle Laure. Monsieur Patry Emmanuel. Madame Martin Bénédicte. Madame Cuisnier Céline. Monsieur Boscos Ismaël. Monsieur Fournier Victor. Merci. Alors, nous allons donc procéder à l'énumération plutôt de l'ensemble des conseillers municipaux enfants. Comment est-ce qu'on fait? Je crois que c'est Diego qui... On attend que Diego s'installe. Voilà, il est là. Démarrer. Madame le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux et adjoints, mesdames, messieurs les jeunes élus du conseil municipal enfants, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci Madame le maire de me permettre de procéder à cette communication inhabituelle. En effet, en raison de la crise sanitaire, le conseil municipal enfant n'a pas pu réaliser sa séance plénière d'installation au cours de laquelle, depuis quelques années, les résultats sont proclamés et les nouveaux élus installés. Bien évidemment, la séance plénière du CME aura lieu dès que les conditions le permettront. Elle est nécessaire pour élire son nouveau président et ses nouveaux vice-présidents, ainsi que pour voter les délibérations des projets des enfants. En attendant, Rose Alexandre, Pauline Poibon et Ennio de Vince resteront respectivement présidente et vice-président du CME. Même si les circonstances ne nous ont pas été favorables et ont empêché de nombreux projets, je tiens à rassurer mes collègues, mais aussi et surtout nos jeunes élus. Leurs idées ne sont pas oubliées pour autant et ils peuvent compter sur moi pour les défendre. Ainsi, l'idée d'un passage piéton lumineux a été retenue pour les futurs travaux de la rue Charles-le-Borgne. De même, la fabrication et la dépose d'urnes pour récolter des dons pour le Téléthon a été reprise par le comité de pilotage de ce dernier. Preuve, s'il en faut, que les idées des enfants sont très souvent pertinentes. Enfin, avant de vous énoncer les résultats, je dois vous préciser la nouveauté de cette élection 2020 avec l'arrivée des éco-délégués qui seront accompagnés dans leurs tâches par Florentin Cony, adjoint en charge de la transition écologique et environnementale. Cette année, les enfants ont donc été élus par binôme, un élu dit traditionnel pour œuvrer sur les projets villes et récurrents, et un éco-délégué pour œuvrer en faveur de l'environnement et de la transition écologique.
Je vais donc procéder à la lecture des résultats des élections 2020 du Conseil municipal enfant. Je vous donnerai en premier les élus traditionnels et en second les éco-délégués. Ont été élus à l'école élémentaire Albert Camus, Otto Enzo et Malé Sean, éco-délégués David Clémence et Tassri Elina. À l'école Jean Lorrain, pas d'élus faute de candidats, une douzaine d'élèves seulement en CM2. À l'école élémentaire Jean Massé, Brumont Tom et Belkacmi Saba, Barbara Adam et Bertin Zoé. À l'école élémentaire La Providence, Héberbro Nolan, Flamand Clémence, Gincas Lise et comme éco-délégués Sermoise Agathe, Crochemort Elisa et Nourri Enola. À l'école du Port, Saval Axel, Tuvache Jordana et comme éco-délégués Berlemont Victor et Aubert Lou. Et enfin à l'école François Rabelais, Décosse Sofiane et Grère Luna et en éco-délégués Bélec Éole et Édouard Elisa. Je tiens à présenter toutes mes félicitations à ces jeunes pour leur élection, à remercier les enseignants, les directeurs et mes collègues élus pour leur participation dans ce processus électoral et cette éducation à la citoyenneté. La crise sanitaire nous empêchant pour le moment de se voir, nous procédons par visioconférence, au moins jusqu'au début janvier. Enfin, je me permets de profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les enfants, parents, enseignants, responsables de groupes ou même adultes pour participer à notre action de solidarité envers les EHPAD et les maisons de retraite de notre ville. Je leur demande, comme nous l'avions fait en mars-avril, de réaliser des dessins avec un petit message de réconfort pour ces personnes qui sont parfois isolées. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter la page Facebook de la ville. Merci pour votre attention. D'habitude, quand on est sur place, ça mérite des applaudissements, donc je vous propose que nous puissions le faire. Ils ont été élus et nous leur devons les féliciter. Alors, ils n'entendront pas parce que Diego est allé un peu vite, mais ils ne savaient pas que j'avais proposé les applaudissements, c'est pas grave. On va pouvoir démarrer donc... oui ? Oui, normalement on est filmé. Tout d'abord, forcément, je me joins à vous tous pour féliciter les nouveaux élus, mais aussi l'ensemble du coup des jeunes qui ont candidaté aux élections. On sait ce que c'est aussi, d'ailleurs, un certain nombre ici, quel que soit le côté, de se présenter et de ne pas gagner. Donc, voilà, c'est très très bien qu'il y ait un maximum de jeunes qui se soient présentés. Ce n'était pas le but de mon intervention. Seulement, en préambule, vous nous aviez annoncé lors du dernier conseil municipal, et c'est plus une question de forme que je souhaite intervenir. Vous nous aviez annoncé lors du dernier conseil organisé, que le prochain conseil serait le 14 décembre. Et vous l'aviez annoncé, d'ailleurs c'est même indiqué sur le site encore de la ville, comme quoi le conseil est le 14 décembre, à la salle de l'Union. Alors encore une fois, j'étais du coup surpris de recevoir une convocation vendredi dernier, nous indiquant que le prochain conseil serait donc aujourd'hui, vendredi 11, et sans aucune autre explication. Et c'est surtout ce manque d'explication qui m'embête un peu. Bon, ça nous laisse une semaine pour changer nos organisations et nos rendez-vous personnels. C'est pas très grave, et surtout en cette période de confinement où on n'a pas forcément plein de rendez-vous personnels, mais aussi professionnels. Et là, c'est un peu plus embêtant. Alors, vous êtes dans votre droit et de respecter, c'est la loi. Hein. Vous respectez les 5 jours francs pour convoquer un conseil, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, je regrettais la forme. Et surtout que vous changez de date, j'imagine que vous avez eu des contraintes pour ça. Et je pense que la moindre des choses serait peut-être, notamment, de dire pourquoi. Alors après, si c'est qu'une question d'agenda, c'est une chose. C'est qu'une question d'agenda. Je me pensais aussi que c'était un problème de date par rapport à certaines délibérations. Et je me suis dit que c'était aussi une manière d'acculturer peut-être l'ensemble des élus. Mais voilà, recevoir une convocation et la date échangée, sur la forme, j'ai trouvé ça, je l'ai regretté. Voilà. Je ne veux pas polémiquer, mais je tenais au moins à le dire. Oui, j'entends, je suis désolée, on mettra la prochaine fois. C'est moi qui suis responsable de ce changement, puisque, en fait, le jour où nous avons fixé la date, c'était sans avoir vu qu'il y avait une séance plénière à la région avec le vote du budget, donc une séance de nuit.
Donc voilà pourquoi nous avons en effet changé, mais il aurait suffi de l'indiquer, d'indiquer que ce n'était pas compatible avec l'agenda initial. Donc en effet, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous le ferons dorénavant quand il y aura des changements d'agenda, mais c'est en effet pas pour cette raison que nous avons dû avancer. Pour ce qui est du changement de lieu, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, et je crois à l'unanimité, que cet espace se prêtait beaucoup plus facilement à nos débats, d'abord parce qu'il permet la distanciation, et qu'ensuite, eh bien, les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition, notamment les micros, fonctionnent très bien avec la Wi-Fi, alors qu'il faut reconnaître que même si en ville, normalement, nous sommes censés aussi bien capter, eh bien, ce n'était pas la même chose au sein de cette salle de l'Union. Donc, nous préférons cet espace, dans tous les cas, dans les circonstances, avant de pouvoir, je l'espère, prochainement retrouver non pas une salle qui se prête plus au débat, mais tout simplement notre salle du conseil municipal. Nous allons adopter le procès-verbal de la séance du 15 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Non. On va l'adopter. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Une délibération que nous avons chaque année qui nous permet, en fait, dans l'attente du vote du budget, eh bien, de pouvoir tout de même engager des dépenses. Donc, David, pour cette première délibération, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie-Agnès. Je pense que tu as déjà résumé la teneur de cette délibération. En effet, avant le vote du budget, c'est de pouvoir permettre à la collectivité d'engager les dépenses d'investissement à hauteur de 25% du montant de l'exercice précédent, hors APCP, ce qui correspond à une somme à aujourd'hui de 450 710 €. Nous invitons à en délibérer. C'est quoi des APCP pour le public? Excusez-moi, autorisation de programme et crédit de paiement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les autorisations de programme et les crédits de paiement et les 25%? Non. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Des admissions en non-valeur et des extinctions de créances? Exactement, donc comme chaque année également, sur proposition de la trésorerie municipale, certaines créances, c'est-à-dire des factures, des titres de recettes de la ville de Fécamp, ne peuvent pas être recouvrées. Et donc le trésorier nous propose de mettre en non-valeur, c'est-à-dire donc de constater l'irrecouvrabilité et à hauteur de cette année de 16 397,53 €. Je profite pour saluer le travail qui est fait à la fois par nos services dans la qualité des titres qui sont émis, qui permettent un meilleur recouvrement, et également le recouvrement auprès de nos usagers et entreprises du Trésor public, qui arrive aujourd'hui à 16 000 €, alors qu'en 2014, nous étions à près de 70 000 €. Donc il faut saluer cet effort, ce travail, puisque lorsqu'on admet en non-valeur, ce sont des crédits budgétaires qui sont consommés, hein, c'est une charge, donc c'est de l'argent en moins qu'on peut utiliser. Nous invitons à en délibérer. L'argent en plus qu'on peut utiliser. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Suite à un vol que nous avons eu au point plage, donc nous vous sollicitons pour une remise gracieuse du régisseur. Alors tout à fait, donc un vol a été commis et donc la recette de la régie du point plage a été donc dérobée et donc un déficit est constaté qu'il faut bien sûr combler. Donc nous proposons de faire une remise gracieuse de ce montant, de ce DB du régisseur à hauteur de 974,50 €. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre, des abstentions, unanimité, merci beaucoup. Le tarif du dépôt de garantie pour les badges de contrôle? En effet, des badges de contrôle vont être mis à disposition des usagers et donc un dépôt de garantie à hauteur de 30 € va être proposé. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Comment? Est-ce que vous pouvez appuyer? En fait, lorsqu'on a prévu les travaux dans la rue piétonne, il avait été prévu normalement pour l'organisation de manifestations des poteaux escamotables qui montent et qui descendent et qui permettaient eh bien, de sécuriser des manifestations.
Mais c'est vrai que quand on avait évoqué ça, avec, notamment lors des réunions publiques avec les riverains, certains nous avaient dit est-ce qu'on pourrait les activer tout le temps. On n'était pas obligatoirement pour, mais on a constaté avec eux, avec les commerçants, que très régulièrement des véhicules empruntent la rue piétonne. Donc on voit qu'on est obligé de les activer. Donc ça veut dire que, en effet, les riverains doivent quand même avoir un badge quand vous avez tout simplement à un moment donné besoin d'aller faire vos courses, d'avoir des choses assez lourdes, de pouvoir les monter chez vous et ensuite aller vous garer. Donc ces badges seront remis moyennant un dépôt de garantie de 30 €. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Merci beaucoup. Le tableau des emplois. De manière assez récurrente et classique, nous proposons une mise à jour des emplois de la ville de Fécamp, donc des créations et des suppressions, donc des créations de grades, parce qu'on parle d'emploi, mais c'est aussi surtout des créations de grades ou de suppressions de grades. Donc nous proposons des créations de grades suite au CAP, c'est-à-dire à des promotions d'agents, donc des agents qui vont acquérir un nouveau grade, donc il faut créer les postes, et par effet miroir, supprimer également des postes qu'ils occupaient précédemment. Également, lorsque l'on recrute physiquement au préalable, on crée des grades, donc on crée des postes sur des grades différents pour pouvoir élargir les possibilités de recrutement. Et lorsque ces recrutements sont effectués, il convient donc de supprimer les grades qui n'ont pas été pourvus. Nous avons également ce qu'on appelle des emplois vacants à hauteur de 4. Ce sont des emplois qui existent déjà, mais par contre qui vont pouvoir être également élargis suite à la loi de la transformation de la fonction publique, à l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Nous invitons à en délibérer. Oui, je vous remercie. J'ai bien vu effectivement que les suppressions correspondaient généralement à des créations, mais alors peut-être que j'ai mal lu le tableau, mais il me semble qu'un attaché principal à temps complet est lui supprimé pour faute de non-renouvellement de contrat. Alors j'imagine que c'était sur une mission donc ponctuelle et relevant d'une certaine expertise compte tenu du grade de l'agent concerné. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la mission qu'effectuait jusqu'alors l'agent? C'était un agent qui était recruté au service finance et le contrat n'a pas été renouvelé. Donc, nous sommes en train de recruter, mais sur l'AGLO. Donc on imagine un poste de directeur financier qui sera recruté par l'AGLO et mutualisé ville et AGLO. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Des renouvellements, une mise à disposition de personnel? Donc, suite au transfert de la compétence eau et assainissement, des compétences étaient effectuées par des agents ville de Fécamp qui aujourd'hui exercent encore quelques missions à des degrés divers. Vous voyez un tableau de mise à disposition avec des pourcentages. Donc on a même des agents qui travaillent 6% de leur temps. Ça peut paraître à sourire, mais c'est en effet calculé de manière analytique, puisque derrière, bien sûr, il y a des flux croisés avec l'agglomération. Donc, je vous laisse prendre connaissance du tableau de l'ensemble des agents qui sont mis à disposition partielle au profit de l'agglo. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pardon, mais effectivement, comme vous le soulignez, 5 ou 6%, ça fait à peu près 2 heures par semaine, donc ça peut effectivement interroger. Est-ce que l'on dispose d'un schéma de mutualisation entre la ville et l'agglo, et a fortiori avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un directeur financier qui s'occuperait d'une partie des finances de la ville, j'imagine, donc puisqu'il remplacerait un agent. Est-ce qu'on dispose de ce document ou à terme, est-ce qu'on en disposera ? Alors systématiquement, ça on a pu le voir pour les plus anciens, des délibérations avec annexé les conventions. On parlait du directeur financier, mais nous avons directement le directeur général des services qui est mutualisé. On a pu voter une délibération et une convention de mise à disposition qui a été renouvelée très récemment d'ailleurs. Du coup, systématiquement, à chaque délibération, vous aurez une convention qui sera annexée. Si vous avez des questions particulières sur un sujet particulier de mutualisation, oui, on pourra vous fournir tous les éléments que vous souhaitez. Et le schéma de mutualisation existe. Donc on peut vous le transmettre, l'agglomération pourra vous le transmettre si vous le sollicitez. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup.
Une adhésion à l'association départementale d'action sociale. À la DAS pour les initiés. La DAS 76, donc association qui permet aux agents de bénéficier de prestations sociales. Donc il y a une cotisation annuelle est demandée à hauteur de 0,7%, si je ne m'abuse. Je cherche la ligne sur l'écran, c'est moins facile. Oui, 0,7% de la masse salariale. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup. Nous devons maintenant adopter le règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons 6 mois après l'élection pour adopter ce document qui en fait régit notre manière de travailler tous ensemble avec la périodicité des réunions, les emplacements, les convocations, les informations des conseillers municipaux, nos commissions, comment est-ce qu'elles sont créées, comment elles fonctionnent, la tenue des séances du conseil municipal avec la présidence, le quorum, les pouvoirs, le secrétariat de séance, les agents municipaux et les intervenants extérieurs qui peuvent assister à la séance et y participer, nos séances publiques, les séances à huis clos, la police de l'Assemblée, l'organisation des débats et le vote, avec le déroulement de la séance, l'organisation de nos débats, le débat d'orientation budgétaire qui est précisé, les suspensions de séance s'il devait y en avoir, les amendements, la clôture de la discussion, nos votes, les vœux et les motions, les questions orales, et puis enfin les procès-verbaux et les comptes rendus, l'enregistrement et la diffusion de nos débats et les comptes rendus. Enfin, les moyens du conseil municipal et le bulletin municipal, avec une mise à disposition d'un local commun aux conseillers de l'opposition, une mise à disposition d'une tablette numérique aux conseillers municipaux et notre bulletin d'information générale. Voilà ce que recouvre l'ensemble de ce règlement intérieur. Nous avons pu échanger sur sa teneur. J'imagine que du coup, nous n'avons pas de choses particulières puisque nous étions d'accord sur les termes. Monsieur Patry ? Pas du tout sur les termes, mais c'est en relisant effectivement et la convention de mise à disposition de tablettes numériques. Et du coup, de mon côté, je ne souhaite par exemple pas que la ville de Fécamp ou de l'agglomération m'en fournisse une. Par contre, et c'est en lisant cette délibération, j'imagine que cet investissement est budgété et du coup, je souhaiterais travailler avec vous pour donner ou prêter à une école, à une association ou que sais-je, cette tablette qui m'était destinée. Et j'invite alors un certain nombre de conseillers ici présents, s'ils sont d'accord, il ne faut pas forcément que ça soit nominatif, mais d'en faire de même. Très bien. Sur l'adoption du règlement intérieur, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Non ? Des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Merci beaucoup. David, pour la constitution d'un groupement de commandes entre la ville de Fécamp, le CCAS et la communauté d'agglo. Donc, de manière assez classique, on parle de constitution, mais ce sont des renouvellements, donc des accords cadres avant de commande pour des fournitures de bureaux entre la ville, donc l'agglomération et le CCAS, avec des minimums et des maximums. Je ne vais pas vous faire l'énumération de tous les montants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir acheter en plus grande quantité pour pouvoir négocier les prix de manière un peu plus en force par rapport aux fournisseurs. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions ? Appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Juste une précision. Est-ce que vous avez pensé dans ce groupement de commandes à insérer des clauses sociales, notamment sur des clauses sociales d'insertion sur le marché du travail, sur la qualité de l'emploi, sur une entreprise qui embaucherait sur le territoire, sur la proportion hommes-femmes, sur l'insertion des personnels handicapés, etc. Ce que je veux dire, donc là, on est dans le cadre de procédures de marché public, donc avec des appels d'offres. Et dans la pondération, vous savez que pour attribuer un lot à un fournisseur, il y a des pondérations qui se font. Les règles du jeu sont connues. Et en effet, l'aspect social, déjà légal, parce que chaque soumissionnaire doit pouvoir justifier de la légalité de tout ce qu'il fait. Et également, sur le plan social et environnemental, des points sont accordés dans la pondération. Donc, je ne sais pas qui siège en commission d'appel d'offres dans votre groupe, mais pourrait en effet vérifier à chaque fois qu'il y a une attribution d'un marché public les conditions qui permettent cette attribution.
Excusez-moi, je suis désolé, j'entends très avec le masque. Non. Pardon, je voulais savoir si vous ajoutiez des clauses sociales supplémentaires. Alors, bien sûr, on ajoute régulièrement, là, sur ce marché-là, je suis incapable de vous répondre, mais régulièrement, on ajoute des clauses environnementales également, et des clauses sociales, mais selon les marchés, en fait. Et puis, une chose qui a également changé, c'est notamment pour privilégier le côté technique par rapport au prix, ce qui en général est un atout pour les entreprises locales, puisque vous posiez cette question. Mais on est dans un cadre qui est en effet très cadré, c'est le cas de le dire. Et nous sommes passés d'une habitude dans cette collectivité qui était de 60% le prix à 40% la technique, à l'inverse, c'est-à-dire 60% la technique et 40% le prix, ce qui nous permet aussi de mettre des critères plus nombreux, tels que ceux que vous évoquez parfois quand le marché le justifie. Peut-être préciser également sur l'aspect social, c'est que la ville de Fécamp a aussi des marchés réservés. Ça, c'est important à indiquer, donc notamment des marchés d'insertion. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Pour la fourniture de matériel et de produits d'entretien, cette fois. Donc, même type de marché, dont d'accord cadre. Il s'agit donc, cette fois, pour les produits et matériels d'entretien. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, vous le savez sans doute, nous avons mutualisé en fait avec l'ensemble des communes de l'agglomération, à l'exception d'une, notre service instruction du droit des sols. Et donc il s'agit aujourd'hui d'un avenant numéro 1 à la convention d'adhésion relative aux interventions du service d'instruction des autorisations d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Fécamp-Colitoral. Donc cette convention lie la ville à la communauté d'agglomération. Et ce service, vraiment, pour l'instant, marche. Je ne sais pas pourquoi je dis pour l'instant, du reste, parce que depuis des années, fonctionne très, très bien et en tous les cas satisfait l'ensemble des élus qui ont souhaité y adhérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La constitution d'une servitude de passage avec Enedis. Jean-Marie, s'il te plaît. Alors, afin de permettre la modification des réseaux de tension aérien et basse tension aérien des rues du Val de Bucaille et d'Alsace à Fécamp, une convention de servitude a été passée le 14 avril 2015 avec Électricité et Réseau Distribution de France, ERDF, devenu Enedis et portant sur la parcelle cadastrée section 364, 6-7 rue d'Alsace à Fécamp et appartenant à la ville de Fécamp. Voilà, je vous la détaille, non, c'est pas utile. Voilà, donc je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des oppositions? Pardon, excusez-moi, j'étais sur une délib suivante. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. La suivante, s'il te plaît, toujours une servitude de passage. Elle arrive. 42 rue Aristide Briand. Ouais, hop là. C'est la 13. Oui, mais je meuble. Il y a beaucoup de pages à faire défiler. Voilà, la 13. Alors, eh ben, toujours pour les mêmes raisons, une convention de servitude doit être passée entre la ville de Fécamp et Enedis pour la rue Aristide Briand dans le cadre de la modification des ouvrages en posant un support béton ainsi qu'une ligne aérienne basse tension sur 65 mètres sur une parcelle cadastrée numéro 75 et 642 rue Aristide Briand à Fécamp. Donc c'est pour les mêmes conditions que tout à l'heure. Je vous propose d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne en fait une propriété de la ville de Fécamp
qui est situé 931 rue Jean-Louis Leclerc et Côte du Ramponneau à Fécamp, qui est donc cadastré section BV numéro 151, 152, 242, 245, 246 et 586 et qui est désormais inoccupé, enfin plutôt inoccupé depuis plusieurs années, et qu'il s'agit, puisqu'il réside dessus un projet, eh bien, de prononcer le déclassement de cette propriété du domaine public communal et de décider de l'intégrer au domaine privé de la commune, ce qui permet derrière des ventes. Autrement, ce n'est pas possible. Donc, il faut ce déclassement pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore nos obligations en la matière. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Pierre, pour les avances de subventions, s'il te plaît. Oui, c'est une délibération que je vous présente tous les ans à la même époque. 5 associations ont besoin d'une avance de subvention pour au moins fonctionner le premier trimestre 2021 dans l'attente du vote du budget primitif 2021. Ces assos sont Existés, qui demande une avance de 15 000 euros, Aransor pour 35 000 euros, le Théâtre Le Passage pour 150 000 euros, Fécamp Plus pour 70 000 euros et l'USF Basket pour 8 500 euros. Vous avez pour rappel sur votre délibération les montants des subventions attribuées l'an dernier à ces 5 associations. Et pour leur bon fonctionnement, je vous propose d'adopter cette délibération. Je vous propose d'en délibérer. Peut-être rappeler à nos collègues que en fait, ces associations, souvent, sont celles qui emploient du personnel. Et comme nous votons nos budgets que fin mars, eh bien, certaines d'entre elles n'ont pas la trésorerie suffisante pour payer leurs collaborateurs de janvier, février et mars. Donc, c'est pourquoi nous procédons à ces avances de subventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Les bourses d'études de la Fondation Jacqueline Desportes et notamment les conditions d'attribution, s'il te plaît, Stéphanie. Oui, délibération classique concernant donc la Fondation Jacqueline Desportes et le legs de Madame Desportes de 580 000 euros fait à la ville de Fécamp. Cette année, un crédit de 28 800 euros peut être affecté aux bourses d'études et donc sera attribué à des familles en difficulté qui pourront, en fonction de leur dossier, être attribués annuellement en un seul versement en fonction de leurs quotients familiaux. Donc, cette année, c'est pour les quotients inférieurs ou égaux à 450 euros, 3 parts, de 451 à 555, 2 parts, et 556 à 680, 1 part. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir fixer à 28 800 euros le montant des crédits affectés pour l'année scolaire 2020-2021 aux bourses d'études et fixer à 96 euros le montant de la part de bourse annuelle versée aux bénéficiaires en une seule fois et approuver les modalités d'attribution des bourses d'études à de jeunes fécampois définies ci-dessus. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Une convention avec la région Normandie et les lycées de Fécamp. Oui, bonsoir. Une délibération, effectivement, dans le cadre de l'exercice de sa compétence en matière de gestion des lycées. La région Normandie est en charge d'assurer les conditions d'éducation physique et sportive des lycéens et des apprentis normands, afin de pallier à l'absence d'équipements sportifs en nombre, en taille et ou en nombre suffisante au sein des lycées fécampois. La région sollicite la ville de Fécamp pour la mise à disposition de ces équipements. Dans un souci d'harmonisation, les conditions d'accès aux équipements sur l'ensemble du territoire, la région souhaite encadrer les conditions de mise à disposition des équipements sportifs par la signature d'une convention et généraliser l'application d'un principe de contrepartie à l'accès gratuit à l'ensemble de ces équipements sportifs. La signature de cette convention s'inscrit dans la continuité et la mise en cohérence de la politique régionale de contractualisation territoriale de ces politiques sectorielles qui mobilisent d'importants financements dans de nombreux domaines d'intervention pour soutenir et accompagner les projets de maîtrise d'ouvrage, lesquels sont parfois propriétaires d'équipements sportifs. C'est le cas en l'espèce de la ville de Fécamp. À ce titre, la ville de Fécamp sera co-signataire de la convention d'utilisation réciproque d'installations et d'équipements sportifs qui a pour objet de définir les modalités de mise à disposition suivantes. Donc par la commune, pour les équipements sportifs municipaux au profit de l'ensemble des lycéens publics et privés de la commune, par la région des équipements sportifs relevant de sa compétence au profit des associations sportives pour des activités à caractère sportif. Cette convention prendra effet à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 15 ans et sera renouvelable sans limite de temps. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, du coup, la convention a déjà pris effet puisqu'elle a démarré le 1er septembre 2020. Et du coup, la convention n'est pas jointe au conseil municipal. C'est ma première du coup remarque parce que je trouve ça assez vague et du coup j'ai quelques demandes de précision. Est-ce que ça signifie du coup que la ville et les associations fécampoises pourront avoir un meilleur accès dans les gymnases et les lycées, y compris celui de la Providence, et du coup de quelles sont les modalités et quelles sont les parce qu'on parle bien d'un échange, mais moi, de la façon dont je lis la délibération, je me dis que finalement, c'est libre accès, je force un peu le trait, mais de l'ensemble des gymnases, des lycées auprès de la ville de Fécamp. Et réciproquement. Si je peux répondre. Alors, habituellement, il n'y avait pas de délibération, c'était une information, puisque les salles sont mises à disposition en mutualisation, hein, puisque nous occupons les associations sportives telles que Vertical Batre ou le badminton utilisent la salle de la région. Cette convention, maintenant, est établie pour 15 ans, c'est-à-dire qu'au-delà de 12 années, ça fait l'objet d'une délibération. Ça, c'est administratif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente cette délibération. Sinon, habituellement, il n'y en avait pas. Et à contrario, donc, la région utilise la salle que telle, la salle Jacques Anquetil, etc. Par contre, quand vous parlez de la Providence, on est dans le domaine privé, hein, donc c'est pas la région qui... c'est indiqué. Oui, mais c'est pas... ça n'appartient pas à la région. C'est ça que je veux dire. Excusez-moi, la délibération, de la façon dont c'est écrit, je trouve que c'est assez ambigu. Et notamment, on va vous transmettre la convention. On va vous transmettre la fameuse convention. Ça va être plus simple. Non, bien sûr, c'est le lieu de débattre ici. Et c'est vrai qu'il faut que systématiquement, s'il vous plaît, on puisse annexer les conventions dès lors qu'on en parle. N'hésitez pas, quand vous recevez les documents, si vous vous rendez compte que vous ne les avez pas quand vous préparez le conseil municipal, à les demander. On peut, comme ça, vous les transmettre auparavant. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. La fixation des tarifs et achat des licences pour l'école de sport. Voile. Oui, c'est... D'accord. En l'absence, en effet, de la convention, une abstention. Donc, délibération pour fixer les tarifs de licences de voile, donc, qui sont achetés par la ville à la Fédération française de voile et sont revendus aux adhérents de l'école municipale de voile pour leur permettre de pratiquer les régates et de bénéficier d'une assurance. Les tarifs donc, sont fixés du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour la licence jeune à 29,50 €, la licence adulte à 58,50 € et du 1er janvier 2021 à fin décembre 2021, le passeport voile à 11,50 €. Aussi, nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Hein. Non. Voilà, c'est ce qui est important vous faire connaître. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Le versement de subventions municipales dans le cadre de la Maison de la Justice et du Droit, David, s'il te plaît. Donc en effet, c'est une délibération qui est assez récurrente, hein, puisque nous en passons une par trimestre, concernant les subventions à la Maison de la Justice et du Droit, dans le cadre de la Maison de Justice et du Droit. Donc 4 bénéficiaires, l'Agence départementale et d'information au logement pour 365 €, l'aide aux victimes et à la réparation par l'entraide à hauteur de 600 €, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à hauteur de 1440 €, et l'Ordre des avocats du barreau du Havre à la hauteur de 276,74 €. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. L'adhésion à l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Reynald, s'il te plaît. Donc, la ville de Fécamp souhaite être l'un des acteurs de la lutte contre le chômage. Cet engagement se traduit au quotidien par l'action du Bureau municipal de l'emploi qui reçoit et oriente toutes les personnes en recherche d'emploi ou de formation. Il s'exprime plus largement par la volonté permanente de promouvoir notre territoire auprès des acteurs économiques. Dans cette même dynamique, la ville souhaite s'associer à la démarche portée par l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée a été porté pour sa phase de démarrage par ATD Carmonde, en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs France, le PASC civique et la Fédération des acteurs de solidarité, avec, dès le départ, une volonté partagée que la conduite opérationnelle de ce projet puisse être ensuite portée par une association ad hoc. L'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée a ainsi été créée le 7 octobre 2016 pour prendre la suite de l'action et démontrer qu'il est possible à l'échelle des territoires
sans surcoût significatif, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée à un temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire. L'association TZCLD a pour objet l'animation et le développement du projet dans ses différentes étapes. Suite à l'habilitation des 10 territoires expérimentaux par la loi du 29 février 2016, de nombreux territoires se mobilisent pour mettre en œuvre la démarche. L'association Territoire zéro chômeur de longue durée vise 3 objectifs. Objectifs qui sont également ses 3 missions. Capitaliser et tirer les enseignements de la première expérimentation pour améliorer la méthode. Accompagner les territoires volontaires pour entrer dans la démarche et participer à une 2e expérimentation. Favoriser la diffusion du projet pour obtenir à terme une pérennisation de la démarche par la loi. Il est primordial pour la réussite de cette ambition collective que les territoires et leurs acteurs soient porteurs de cette mobilisation nationale contre le chômage de longue durée. L'adhésion au Collège des territoires est de 500 € par an pour une collectivité, valable du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence, nous vous proposons d'adhérer à l'association Territoire zéro chômeur de longue durée à partir du 1er janvier 2021. Ce qui permettrait également à notre territoire de rejoindre également Cosen Développement, qui est à proximité, la métropole de Rouen et Dieppe-Maritime. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Allez-y. Merci. Oui, cette délibération nous laisse un peu sur notre faim. Alors, adhérer à l'association, c'est peut-être un préalable, mais voilà, on aurait aimé que cette délibération soit assortie peut-être d'un projet, peut-être d'une association, puisque, comme vous l'avez souligné, cette expérimentation est portée par une association avec le soutien des territoires. Peut-être que vous nous disiez un petit peu plus de la manière dont vous envisagez de porter ce projet, dans quel domaine, avec quelle structure, sur quelle employabilité. Et enfin, je me permets, je ne critique absolument pas le Bureau de l'emploi, mais il n'y a pas de lien évident entre cette politique et l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. C'est même exactement l'inverse en termes de méthodologie par rapport au retour à l'emploi. Donc vous avez plusieurs problématiques. Moi, je vous encourage à regarder un film documentaire sur Moléon. Je pense que tout le monde l'a vu, ce film documentaire qui a été projeté même à Fécamp avec la réalisatrice. Vous parlez de structures associatives liées à l'insertion. Elles existent déjà sur notre territoire. Nous avons Actif Insertion qui effectue déjà ces missions. Le principe de ce dispositif n'est pas seulement que d'avoir une politique municipale, c'est bien d'avoir des ensembles d'associations et d'acteurs sur le territoire. Vous indiquez que le Bureau municipal de l'emploi n'a pas du tout cette mission. Je dirais qu'au contraire, il a déjà cette mission, c'était de réunir tous les acteurs. Le Bureau municipal de l'emploi a été créé en 2014 dans ce sens-là. C'est-à-dire que des acteurs de l'emploi sur notre territoire, ils existent, ils sont institutionnels, associatifs, professionnels, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un manque de lien évident entre tous ces acteurs. Le Bureau municipal de l'emploi, c'était déjà, dans un premier temps, de manière institutionnelle, de pouvoir accueillir des demandeurs d'emploi et aussi de pouvoir rayonner et de pouvoir permettre de mettre du lien entre différents acteurs. Nous avions auparavant des demandeurs d'emploi qui pouvaient être perdus, oui c'est le terme, qui étaient éloignés de l'emploi, notamment ceux qui sont en phase d'insertion. Lorsqu'il y avait des emplois aidés à la ville de Fécamp, en hauteur de 70 emplois aidés, rien que sur la ville de Fécamp, à un moment donné, il y avait un accompagnement qui devait se faire un peu plus institutionnalisé. C'était un peu aussi l'objet de cette création en 2014 du Bureau municipal de l'emploi. Les emplois aidés étant supprimés en 2017, il a fallu aussi repenser un petit peu le système de l'insertion. Elle ne peut plus se faire en direct par l'île de Fécamp, et elle se fait désormais
formés par d'autres acteurs. On a parlé d'insertion, ce ne sont pas les seuls. Je vous parlais tout à l'heure des marchés réservés. C'est aussi une manière aussi comment la ville de Fécamp participe à l'employabilité de personnes en situation d'insertion, éloignées de l'emploi. Et un projet d'insertion, ce n'est pas seulement de l'emploi, c'est aussi un accompagnement sur de la formation professionnelle. Le bureau municipal de l'emploi, justement, a essayé et essaye toujours de garder tous ces centres de formation sur Fécamp. On sait très bien qu'on a un vrai sujet de mobilité. L'emploi, c'est aussi la mobilité. Sortir de Fécamp pour se former, c'est difficile. Donc il faut faire venir également les centres de formation sur Fécamp. On parle toujours de mobilité. La politique municipale, vous avez bien pu constater depuis le début qu'il y a la bourse au permis, qui était un des actes sur la mobilité. Ce n'est pas le seul. Et cet acte sur la mobilité, sur la bourse au permis, elle a été vraiment axée sur les critères liés à l'emploi, à la formation. Donc vraiment, on a un sujet global sur ce territoire qui est travaillé depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2014. Et le bureau municipal de l'emploi n'est qu'un seul, bien avant, mais sur d'autres thématiques. Je ne dis pas que tout a commencé en 2014. Voilà, c'est bien ça que je veux vous dire aussi. Mais maintenant, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs et de poursuivre cet effort. Alors c'est un dispositif qui est quand même assez intéressant, puisqu'on peut avoir notamment sur ce territoire, ce n'est pas que la ville en tant qu'institution, mais des financements notamment, parce que c'est quand même ça un peu le sujet également, et de pouvoir adhérer à ce dispositif, à pouvoir permettre d'avoir des effets de levier, et c'est vraiment important. Il faut adhérer, on travaille aussi beaucoup en réseau dans ce dispositif, et il me semble important de commencer par cette étape, de pouvoir travailler avec les acteurs, et nous avons tous les éléments, tout techniques en tout cas, pour pouvoir travailler avec ces acteurs. Alors la ville de Mauléon, je pense que vous avez vu aussi ce film documentaire, il était parti de zéro. À un moment donné, on voit bien le maire à un moment donné qui crée cette association mixte d'insertion, qui en fait la mairie en fait partie, en le subventionnant largement. On voit bien à un moment donné que sur ce territoire à Fécamp, les structures existent. Il s'agit maintenant de les mettre en coordination avec ce dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Reynald, s'il te plaît. Oui, alors en complément de ce qu'a dit David, parce qu'il a suivi sur la précédente mandature le bureau municipal de l'emploi, rappelez quand même que le bureau municipal de l'emploi a reçu 2000 personnes en 2020 et sur une phase de Covid. Donc on s'aperçoit vraiment que le BME, c'est vraiment le lien avec les personnes. On a également aussi à votre disposition les taux de placement qu'on a pu faire, soit sur le secteur public, soit sur le secteur privé. On est vraiment le BME est vraiment un lien. Alors, cette expérimentation, c'est un plus. Donc, toutes les chances qu'on peut se donner sur notre territoire, on les prend. La loi a mis un dispositif. On a fait un premier contact avec l'association, donc comme vous, comme nous. Donc, on va faire tout pour. Alors, c'est vrai que le nom zéro chômeur, c'est un petit peu difficile parce que c'est un pari. Mais on fera le maximum avec l'association, avec les partenaires privés, les partenaires publics, pour défendre l'emploi sur notre territoire. Merci beaucoup. Sur ce dossier et sur l'adhésion ce soir, en effet, c'est une première étape. Vous le savez, il y avait eu une première étape également avec le gouvernement qui a retenu dans un premier temps 10 territoires à titre expérimental. Il faut qu'on soit tous très humbles, parce qu'en effet, quand on regarde le titre, il ne faut pas effrayer ou susciter chez nos concitoyens le fait que dans quelques mois, on serait à Fécamp à zéro chômeur, quoi. Moi, c'est toujours ce qui me fait peur. Je l'aimerais. Il faut quand même qu'on soit très, très vigilant là-dessus, même si nous savons que c'est évidemment ce qui nous occupe depuis des années et qui nous occupera probablement encore plus dans les années à venir. Un débat a eu lieu à l'Assemblée nationale très récemment où nous sommes passés, semble-t-il, à 50 territoires qui pourraient être retenus. Donc ce que nous avons demandé, c'est comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans cette volonté politique. Nous avons la volonté politique. David vous a expliqué, on a des éléments techniques avec en effet un grand nombre d'acteurs. Maintenant, comment est-ce que l'expérience des autres peut nous servir aussi avec l'ensemble des acteurs qui existent déjà sur le territoire. Donc nous travaillons en ce sens, et en effet ce soir il s'agit d'une première étape qui est celle d'adhérer quelque part pour voir de quelle manière on peut essayer de s'approprier les outils.
de voir de quelle manière les 10 territoires qui ont déjà mené cette expérience, ce qu'ils en ont tiré comme conséquence, puisque maintenant on a à peu près 2 ans d'opérationnalité, on va dire. Et donc, quels territoires sont-ils? Puisque l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est d'avoir retenu des communes qui sont très différentes, de tailles différentes, dans des régions différentes, avec des problématiques différentes. Donc nous, si nous pouvons aussi, entre guillemets, intéresser à titre expérimental en tant que ville de 20 000 habitants sur un territoire de 40 000 dans une agglomération de cette nature, eh bien, nous serions évidemment complètement heureux d'être retenu comme territoire expérimental. En tous les cas, c'est ce qu'on va faire savoir à l'État. En revanche, dans un premier temps, il nous fallait adhérer et c'est l'objet, en effet, de cette délibération. Oui, je crois que c'était à peu près ce que je voulais, en effet, vous résumer. C'est un engagement, un vrai engagement, en tous les cas, de travailler véritablement sur ce sujet et avec cette association, et pas que, et l'ensemble des acteurs, dont on voit bien que, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, ça se saurait. On aurait écrit un livre et on pourrait tous l'appliquer. Mais je crois que tout le partage d'expérience est un plus et puis peut surtout nous permettre de gagner du temps parce que c'est une vraie course contre la montre que nous devons vivre là-dessus sur cette thématique, notamment et encore plus que jamais sur les jeunes, puisque vous le savez, on le répète matin, midi et soir dans toutes les informations, ceux qui souffrent terriblement de cette crise déjà depuis le mois de septembre, eh bien, évidemment, ce sont les jeunes qui sortent avec ou sans formation et qui eh bien, n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, oui. Marine. Qui a dit moi? Allez-y. Annie Godin. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est marrant parce que, avec ce qui vient d'être dit, je suis un petit peu dans la continuité. Et avant la pause de cette fin d'année un peu particulière, ou si particulière, j'avais envie de partager avec vous justement un peu un constat et faire une demande au conseil municipal. Alors, la parole que je voulais prendre ce soir, c'est pour insister sur un sujet, je pense, qui nous tient tous à cœur, qui est celui de la transition. Et un peu plus largement, ce qui m'intéressait, c'était d'échanger avec vous ou de partager avec vous une transition qui est un petit peu douloureuse pour tout le monde, c'est celle de la valeur du travail. Dans la continuité de ce qui s'est passé avec le pacte de transition à Fécamp ou de ce qui se passe, et puis là, aujourd'hui, de ce que j'entends sur le zéro chômeur, la valeur travail doit peut-être être un petit peu repensée. Alors j'ai envie de vous inviter à réfléchir sur des évidences à plus ou moins long terme, que beaucoup de nos métiers seront numérisés et que ce soit par des robots ou des intelligences artificielles, nombre de nos missions seront optimisées et certainement relativement automatisées à l'horizon 2050, pacte zéro chômeur ou pas. Alors quel futur pour la valeur travail ? Alors, il y a ceux et celles qui pensent qu'il faudrait relocaliser nos industries, d'autres qu'il faut créer de la valeur avec la Startup Nation toute brillante, ceux et celles qui veulent soutenir l'économie sociale et solidaire, les emplois non délocalisables, développer l'économie circulaire, les acteurs sur les territoires. Alors, nos programmes politiques, écologiques et sociaux en regorgent, et c'est évident qu'il faut penser à tous ces axes pour aller dans le bon sens. Ce qu'ils ne disent pas, en revanche, c'est comment nous-mêmes et nos enfants pouvons-nous nous projeter dans l'employabilité de demain. Ça fait déjà longtemps, un peu plus de 20 ans, qu'on est dans une société, je dirais que les moins de 20 ans ne connaîtront plus dans 5 ans et que nous, on reconnaît à peine. Alors sur les jeunes, il y a quand même 3 constats qui s'imposent, qu'on connaît déjà. Soit on vient d'une famille avec du capital financier et du réseau, et comme depuis toujours, on sera casé quelque part, qu'on ait des compétences ou pas, car il faut bien contribuer de gré ou de force à la gloire du nom de famille dont on est issu. Soit on saura faire quelque chose de particulièrement bien, et quel que soit le domaine,
Il faudra toucher à l'excellence, on s'en sortira peut-être. Il faut savoir qu'être juste bon ou voire très bon ne suffira peut-être plus. Soit on aura la chance de naître avec un QI qui nous fera accéder aux meilleurs parcours pour intégrer les meilleures entreprises privées, capables de prendre des enfants doués pour en faire des champions selon leurs objectifs, qui accessoirement sont rarement d'utilité publique ou d'intérêt général. Alors vous me direz, il y a des métiers de demain comme ceux du numérique. Alors en fait, on commence aussi à voir les ravages du digital labor ou de l'esclavage numérique partout dans le monde, en Europe et même en France. Il génère de la précarité et entraîne des pertes d'acquis sociaux, voire même de dignité. La capitalisation de cette force particulière de travail au profit d'acteurs monopolistiques de richesse porte un nom. Il est rigolo, mais il n'est pas sympa. Ça s'appelle le techno-féodalisme. Alors j'exagère toujours un peu, mais vous apprendrez vite que c'est dans ma nature. Et il est vrai que certains métiers sont émergents et qu'il faut former à ces métiers. Mais là, je reprends ma boucle de départ, car la robotisation est déjà en marche. Et si les compétences ne sont pas d'excellence, elles seront très vite obsolètes. Alors quoi? Est-ce qu'on souhaite à Fécamp comme ailleurs valoriser l'esprit de la charité qui, comme c'est écrit quelque part, est ordonnée quand même quand elle commence par soi-même? Ou est-ce qu'on veut contribuer à des valeurs un peu plus républicaines d'égalité et de fraternité, qui sont un peu le socle d'une liberté un tantinet bousculée ces temps-ci? Qu'allons-nous faire de nous-mêmes et de surcroît de nos gosses? Ne serait-il pas temps de repenser cette valeur travail au regard des impacts que nous subissons depuis déjà 20 ans, à pas feutrés, et qui nous explosent au visage avec la crise sanitaire et sa sœur de désastre, la crise économique? Ne serait-il pas temps de penser la transition de la valeur travail et de lâcher nos vieux schémas? Je vous invite donc, et je ne suis pas la seule, à ouvrir à Fécamp le débat du revenu universel. Je vous y invite parce que j'y crois, depuis 10 ans, 15 ans, 17 ans, j'y crois, et que même si ces aficionados l'ont déjà ouvert et que nombre d'entre eux sont déjà en désaccord sur sa nature, son nom, sa forme, son contenu, il existe des expérimentations réussies. Cette proposition est soutenue par une partie des écologistes depuis plus de 30 ans. Elle a été maladroitement posée dans le débat politique aux dernières élections présidentielles. Elle est aujourd'hui relancée dans le débat public. L'idée est également soutenue par le pape, quand même, en personne. Et une demande d'ouverture de débat sur ce sujet a été déposée le 25 novembre à l'Assemblée nationale par un collectif d'élus que l'on peut difficilement qualifier d'utopistes de gauche. Je peux craindre que cet engouement soit le fait d'élus qui ne voient plus d'autres solutions pour pallier à la pauvreté grandissante. Je peux craindre que certainement, comme certains libertariens qui l'apportent également, la volonté à peine cachée soit que les pauvres restent chez eux et que pour cela, il ne faudrait pas qu'ils aient trop faim. Le risque qu'ils descendent dans la rue doit être maîtrisé, et quoi de mieux que de les calmer en faisant l'aumône, car envoyer l'armée contre le peuple est encore un peu mal perçu en démocratie. Bref, je crains que le revenu universel ne soit pensé que par ceux et celles qui n'y croient pas, et que par ceux et celles qui n'en ont pas besoin. Je propose donc à mon tour un travail collectif dans une temporalité à définir, mais plutôt longue, et qui inclut la controverse. Je comprends qu'on ne comprenne pas. Prenons le temps de penser cette alternative qui vient heurter notre conception du travail, de l'assistanat, du don et de la dette, de notre rapport à la générosité et aux conditions que souvent nous y mettons. Travailler par un territoire, ses acteurs et ses habitants, le revenu universel peut être expérimenté sous des formes différentes. Il doit l'être avec un réel engagement politique et citoyen et non comme un assistanat sous contrainte. La preuve a déjà été faite que c'est à cette unique condition que cela peut fonctionner. L'exemplarité de Grande-Synthe, ville proche de Dunkerque, qui a travaillé avec les acteurs associatifs et administratifs locaux, les CCAS, les citoyens, afin d'établir une première zone d'expérimentation et de validation, nous l'a démontré. Faisons-le pour Fécamp jusqu'à trouver la bonne approche, le bon montant et pourquoi pas le bon nom. Pensons des processus d'évaluation qui ne soient pas basés uniquement sur des critères liés à un marché qui s'écroule. Comme le disait Colline Serrault, dans un autre contexte, pensons aux solutions locales pour un problème global. Ce qui viendra du haut ne viendra pas ruisseler jusqu'à nous. C'est à nous de créer notre premier ruisseau, d'en démontrer la faisabilité dans notre singularité locale.
Évitons les revenus universels pour les étudiants, pour les agriculteurs, pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes spécialistes en France en fabrication d'usines à gaz qui bloquent toutes les mises en pratique. Prenons notre temps, mais faisons-le, ouvrons ce débat, et de mon point de vue, c'est une urgence politique. Pour préparer cette intervention, nous avons constitué un petit dossier que nous rendrons public après vous l'avoir envoyé. Pour conclure, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à la seule chose que je puisse faire en tant que conseillère municipale de l'opposition, à savoir proposer des idées et des actions pour notre ville. Je rendrai donc à César ce qui appartient à César, à savoir l'évaluation au regard de l'intérêt des Fécampois et des Fécampoises de cette proposition. Et je vous remercie de m'avoir écouté, c'était important pour moi. Eh bien, écoutez, tant mieux. De toute façon, tout est important. C'était joliment écrit, très préparé. Et donc, en effet, tout le monde a pu eh bien, vous écouter. Encore une fois, je pense que ce que vous avez dit, c'était pas marrant. Vous avez commencé en disant c'est marrant. Moi, je trouve ça pas la thématique très marrante, mais et ni votre texte. Il était sérieux, il était étayé, même si je partage pas tout, notamment certaines références. Non pas parce qu'elles sont gauchistes, parce qu'elles m'étonnent ici quand vous faites référence à la charité et au pape. C'est un peu étonnant dans un conseil municipal, mais voilà, pourquoi pas. Peut-être vouliez-vous appeler certains d'entre nous sur comment dirais-je, des valeurs éventuellement que vous pensez être les leurs. Mais en tous les cas, je pense que quoi qu'il en soit, c'est un sujet, comme je le disais à Madame Martin, tellement difficile, qui nous demande tellement d'humilité les uns et les autres, qu'en effet, tout le partage des expériences, d'où l'intérêt, encore une fois, d'adhérer à cette association, eh bien, c'est de pouvoir partager entre ce que nous avons été capables de faire petitement à notre niveau, ce que les autres ont été capables de faire des bilans et de voir, eh bien, en les additionnant. Moi, je partageais complètement notamment la fin de votre propos sur les petits ruisseaux, sur le fait qu'il ne fallait pas toujours attendre ce qui vient du haut. Il faut être capable de dénoncer parfois des choses qui ont des incidences sur nos territoires quand les décisions sont prises au-dessus. David vous parlait des contrats aidés, on l'a payé violemment ici. Mais en effet, il faut être aussi capable de se prendre en main. Donc, l'objet de cette délibération, de cette entrée en matière avec cette association et notamment avec tous ces acteurs, eh bien, c'est de pouvoir, encore une fois, pouvoir partager, de faire le diagnostic, de savoir exactement où est-ce qu'on en est, et puis comment petit à petit, pas à pas, eh bien, nous faisons progresser, alors peut-être avec des nouveaux métiers, peut-être avec des nouvelles méthodes, peut-être avec de nouveaux acteurs qui n'existent pas et qu'on pourrait, pourquoi pas, créer. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas qui votent. Juste un petit complément, si tu permets. Juste un petit complément, parce qu'il existe également sur cette association un comité de soutien des élus locaux. Donc, je vous invite tous à vous connecter pour soutenir cette démarche. Exact. Oui, peut-être vous dire également que je m'étais interrogée parce que on pourrait, pourquoi pas, nous dire que la ville de Fécamp n'est pas obligatoirement l'échelle à laquelle il faut réfléchir sur cette thématique. On le voit, certains territoires ont décidé de le faire au niveau des EPCI. Nous pensons, pour l'avoir à plusieurs reprises testé, et c'est probablement lié à la structure et notamment à une ville beaucoup plus importante que l'ensemble des communes qui sont autour, que ça passe souvent par l'exemple. Donc, en faisant adhérer la ville de Fécamp pour l'instant à cette association et en décidant que le travail se fait pour l'instant à cette échelle, ne veut pas dire que nous excluons le fait de pouvoir derrière faire irriguer l'ensemble du territoire. Mais nous pensons que c'est probablement parce qu'ici, nous réussirons l'expérience que nous pourrons convaincre nos maires et voisins amis eh bien, de l'intérêt de le faire à l'échelle du territoire. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Dérogation à la règle du repos dominical.
Elisa, s'il te Oui. plaît. Alors, la réglementation nous autorise à accorder une dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical dans le commerce de détail. Par conséquent, jusqu'à 12 ouvertures de dimanche par an sont possibles. La ville a donc été sollicitée par différentes enseignes ainsi que par l'association des commerçants pour les dates dont vous pourrez prendre connaissance dans cette présente délibération. Les différentes organisations patronales et syndicales ainsi que la CCI ont été consultées et réunies afin de recueillir leurs avis. En conséquence, nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a, sans transition entre les deux thématiques, est-ce qu'il y a des questions, des votes contre, deux votes contre, 3, avec Madame Cuisnier, non, j'imagine? Oui. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, il s'agit de l'attribution de subventions municipales, conformément à la délibération du Conseil municipal réunie le 9 avril 2015, dans le cadre de l'opération d'amélioration de l'habitat. Nous vous soumettons pour accord les demandes de subventions concernant le propriétaire dont l'immeuble est situé 60 rue de Mer, un propriétaire qui a 2 projets de travaux qui concernent d'abord sa résidence principale pour une amélioration de la performance énergétique pour un montant de 109 068 €, pour lequel nous demandons d'attribuer une subvention de 4 500 €, et un projet pour un logement générant une amélioration également de l'énergie en vue d'une location sociale d'un montant de 62 389 €, pour lequel nous vous demandons d'attribuer une subvention de 2 000 €. Nous vous invitons à en délibérer. est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Louisier. Est-ce qu'il y aura un contrôle des travaux qui sont faits et sur la qualité de ce qui sera fait au niveau de l'écologie et la transformation et de la transition écologique? Il y a un accompagnement qui est fait, puisque vous savez que nous avons un partenaire dans cette affaire, qui est Solia, qui est pour Tour des Halles, et qui donc accompagne les particuliers dans cette démarche, en les aidant notamment, et pour avoir des aides, et également pour choisir les entreprises qui pourraient... mais je ne crois pas qu'il y ait d'exigence sur cette thématique-là, sur le plan environnemental. On l'a dans l'attribution des subventions régulièrement, mais je ne crois pas que nous l'ayons... Il n'y a pas d'obligation, et ils sont là pour aider à constituer le dossier et en effet rechercher les entreprises les mieux placées dans le domaine concerné. Sachant que les personnes qui viennent à nous, souvent, ont des locaux, et c'est un peu le problème chez nous, c'est pour ça qu'on a autant de vacances aussi. Nous avons des petits propriétaires qui ont peu de moyens et qui, en fait, ont du mal à engager des travaux si nous ne les accompagnons pas. Donc, ce dispositif permet justement régulièrement d'engager des travaux. Mais on voit bien que on n'engage pas parfois des très très gros montants. Et vous le voyez quand on passe les délibérations. Parfois, il s'agit de l'accessibilité quand on a des personnes en situation de handicap. Parfois, il s'agit en effet de changer quelques fenêtres, de rendre tout simplement un local qui était une habitation qui était dans un état de délabrement, parce que nous avons encore malheureusement des propriétés qui sont insalubres, c'est le terme, et du reste nous avons un agent qui régulièrement va faire des constats chez des locataires, et donc nous nous engageons derrière des mesures pour que les propriétaires soient obligés d'engager les travaux. Ça se fait régulièrement, mais je ne crois pas qu'il y ait d'obligation environnementale. Je ferai vérifier, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans le cadre de ce dispositif qui, je vous le rappelle, nous lie avec l'État, puisque nous avons signé une convention de 5 ans, je crois, dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Je vous rappelle que dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil, on souhaiterait que la ville établisse un permis de louer, de façon à pouvoir contrôler les choses, comme on s'est fait dans certaines villes, et de voir aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui achètent pour faire du Airbnb, et c'est
un des problèmes qu'on a un peu dans toutes les villes. Et je voudrais qu'on traite ce problème-là, notamment à Fécamp. Comment vous voulez qu'on le traite? Parce que si que- vous avez que- la recette pour Non, gérer mais le Airbnb, je sais qu'à Paris, je suis très preneuse, monsieur Louiset. Je sais que mon ami Yann Brossat à Paris essaye de faire évoluer. Parce que quand on a du Airbnb partout, on n'a plus de... Alors, ce sont que des passagers. Ouais. Et la qualité du logement et la qualité de l'entourage de souvent de ces logements-là est dégradée. Et je veux qu'on y réfléchisse. Alors, on peut réfléchir sur tout. L'important, quand on est élu, c'est aussi de trouver des solutions. Et sur ce sujet, je suis extrêmement attentive. J'ai sollicité à plusieurs reprises les agents immobiliers pour leur demander dans les acquéreurs qui ils étaient. Est-ce que c'était des investisseurs pour du Airbnb ou est-ce que c'était des investisseurs qui souhaitaient y habiter ou est-ce que c'était des investisseurs qui souhaitaient, eux, venir quelques jours par semaine, parce que ça peut être aussi un sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, un grand nombre d'habitants des très grandes villes envisagent de quitter notamment leur grande ville pour venir habiter dans des villes moyennes comme les nôtres. Et nous avons de très nombreux atouts pour ça. Mais c'est vrai qu'il est une chose que de voir des familles arriver, et nous les accueillerons avec très grand plaisir, qui peuvent vivre à Fécamp 5 jours par semaine, puisque l'idée est parfois de pouvoir retourner travailler 2 jours ou 3 jours. Il en est une autre que d'être là que 2 jours par semaine et d'avoir pendant 5 jours, comme pour les locations de Airbnb, des maisons fermées. Pour l'instant, les remontées que j'ai ne sont pas alarmantes, mais nous devons être vigilants. Et aujourd'hui, les seuls outils qu'on pourra avoir, c'est de se dire, dès lors que nous connaissons des intentions, nous préemptons. Mais on ne peut pas préempter tous les biens qui seraient vendus. Donc voilà pourquoi je vous dis, moi je suis très preneuse parce que, vous savez, avec ma casquette tourisme, c'est évidemment un vrai sujet de préoccupation de quasiment tous les maires sur le littoral, de se dire pourvu que notre commune, et vous avez des communes voisines dont je tairai le nom, qui ont vu leur population baisser de façon impressionnante. Une commune voisine là, qui a perdu plus de 20% de la population en un mandat. Hein. Donc il faut qu'on soit en effet extrêmement vigilant sur ces questions. Ceci étant dit... Toujours sur le même sujet, je ramène l'inquiétude des gens de la CNL sur la vente des logements sociaux à des propriétaires de façon... et qu'il ne faut pas... Il faut aussi qu'on soit très prudent là-dessus, parce que maintenant, les gens qui font du Airbnb se jettent en général sur les logements sociaux qui sont mis à la vente par les offices, et ça devient du Airbnb, et ça cause vraiment des gros problèmes à tous les voisins autour. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient... Donc, non, mais on a contacté... Alors ça, on n'a pas ça chez nous non plus. Non, mais parce il faut, que pour l'instant, qu'on y veille. Oui, monsieur Louiset, mais on a un dialogue constant avec les bailleurs sociaux, et les bailleurs sociaux chez nous privilégient évidemment leurs locataires. C'est même en général comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'accompagnement qui est fait avec les occupants des logements pour les aider à devenir propriétaires des logements qu'ils occupent parfois depuis 10, 15 ou 20 ans. Je n'ai jamais entendu dire que nos bailleurs, je vous dis, avec lesquels on engage un dialogue régulier et constant, partent dans des perspectives telles que celle-ci. Mais ça, c'est peut-être des problématiques, en effet, encore une fois, dans des très grosses agglomérations où on a vendu à la découpe des immeubles. C'est notamment le problème sur Rouen. Nous ne sommes pas à Rouen. Oui, mais si on demande aux gens de venir, on risque d'avoir ces problèmes-là. Il faut qu'on y veille sur la tranquillité. On doit aussi être accueillant. C'est pas si on demande aux gens de venir. Moi, je me réjouis qu'il puisse y avoir des habitants qui considèrent que notre territoire est un territoire attractif, qu'on peut avoir envie d'y vivre, d'y faire vivre ses enfants, d'y vivre à tous les âges. Et c'est pour ça que souvent on a au moins ce point commun qui est de défendre les services publics, parce que pour moi c'est vraiment là-dessus que des choix peuvent se faire, des choix de vie. Ça est en effet notre train. Si je me suis aussi autant battue pour qu'on puisse maintenir notre ligne de chemin de fer, c'est parce que j'y croyais en termes d'attractivité. Nous savons que
le fait d'avoir le choix entre des écoles publiques, des écoles privées, d'avoir des services publics, d'avoir nos associations, d'avoir toutes nos activités, est évidemment également un atout important. Et moi, oui, je revendique le fait d'être prête à accueillir de nombreux habitants, parce que c'est aussi un sujet que nous avons d'inquiétude régulièrement quand nous voyons des fermetures de classes très régulièrement, parce que nous avons un vieillissement de la population et du mal à accueillir de jeunes couples. On doit toujours se dire que, en effet, c'est aussi la politique du logement que nous menons quand on se donne pour objectif de résorber l'ensemble des friches, comme nous le faisons notamment en centre-ville. L'idée est de pouvoir accueillir de nouvelles familles, de nouveaux couples, et de préparer tous les types d'habitats sans exclusion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en effet besoin de logements sociaux. C'est ce que nous avons beaucoup fait ces dernières années, mais nous savons également qu'il y a des vrais besoins en achat d'appartements en accession à la propriété ou de maisons individuelles. Il faut qu'on soit en capacité de présenter tout type de logement sans exclusive. Comme on était un peu sur l'emploi et sur la question... Non, on n'est plus sur l'emploi. Non, mais je sais bien. Mais il est évident que toutes les formules de la Startup Nation, c'est-à-dire par exemple Airbnb ou Deliveroo pour le transport, ou Uber pour le transport des... c'est pas les choses qu'on veut. Ce qu'on voudrait, je préférais qu'il y ait une SCOP qui s'installe à Fécamp et que tous les gens qui sont en train de se regrouper autour du vélo sur Fécamp montent leur SCOP pour livrer à domicile en prenant les produits des commerçants fécampois, des restaurateurs fécampois et les portes, au lieu que ce soit Uber qu'on prenne sur le client et qu'on prenne sur les magasins. Et je pense que, par exemple, là, il y a des vraies bases sur lesquelles il faut travailler, aider les SCOP à se faire. Alors bon, c'est pas facile, il faut les aider, mais je pense que le développement collectif par les Fécampois pour aller vers des nouvelles choses est une chose importante, et ça, il faut qu'on l'aide. Et à mon avis, ça permettra de résoudre un certain nombre de points de chômage, donner du boulot aux jeunes, tout en les formant et en ayant une vraie politique de formation par rapport à ces gens-là. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Merci beaucoup. La bourse au permis de conduire, les bourses au permis de conduire, les attributions, Reynald? Donc, la poursuite du dispositif bourse au permis de conduire par l'ouverture de 15 bourses restant attribuées conformément à la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2020 réitère le principe de financement de la formation au permis de conduire à hauteur de 1 000 € en contrepartie de 80 heures de travail bénévole au sein des services de la ville ou du centre communal d'action sociale de Fécamp. Ce dispositif vise à viser l'obtention du permis de conduire, identifié dans ce cadre comme un atout majeur pour les personnes en recherche d'emploi, mais qui nécessite des moyens financiers importants. L'obtention de ce permis permet en effet d'élargir le périmètre de la recherche d'emploi et donne également accès aux offres réservées aux titulaires du permis B. Je vous ferai grâce des détails techniques. Des candidats à la bourse du permis ont été sélectionnés sur la base des critères approuvés par le conseil municipal, à savoir accès à l'emploi, l'absence du permis de conduire devant être identifiée comme un frein à l'emploi, insertion sociale, la prise en compte du parcours social du postulant, sa motivation, sa situation scolaire, engagement citoyen, l'investissement dans une activité bénévole d'intérêt général. L'examen des candidatures a permis de retenir les 15 noms suivants pour la seconde session. Vous avez la liste jointe. Les bénéficiaires disposent d'un délai d'1 mois pour compter de la notification de l'attribution de cette bourse pour s'inscrire auprès d'une auto-école partenaire. Dans le cas contraire, le candidat perd le bénéfice de ce dispositif. En conséquence, il vous est proposé d'autoriser le versement pour chacun des 15 bénéficiaires et sur présentation des factures nominatives les sommes de 300 € après le premier passage à l'examen du code, 700 € après la réalisation de 20 heures de conduite. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Carl Oui, Lambert. pardon. Je voulais juste savoir quels étaient les moyens de communication proposés aux gens pour qu'ils puissent postuler, les candidats,
pour qu'ils puissent postuler? Comment ils sont au courant? Comment ils peuvent postuler en fait? Ils sont au courant parce que régulièrement, il y a dans le Fécamp Mag bien des articles. La presse s'en fait l'écho après 2 fois par an, puisque nous passons 2 délibérations par an pour les bourses au permis de conduire. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se fait au bureau municipal de l'emploi. Ils vont déposer un dossier. Et peut-être ce qui est plus intéressant, c'est de savoir quels sont les critères qui, en général, prévalent pour les attributions. Et ces critères sont notamment le projet professionnel. Il est clair que le projet professionnel, quel que soit l'âge de la personne, eh bien, est un atout, au-delà de l'aspect social, est un atout important dans les attributions. Mais souvent, il faut aussi, on est vigilant puisqu'il y a énormément de demandes, donc c'est rare de pouvoir l'avoir dès la première fois, en fait. Souvent, les personnes sont obligées de s'y reprendre à 1, 2, 3 reprises eh bien pour l'obtention, puisque nous faisons aussi en sorte que ceux qui ont toujours un projet important, il faudrait sans doute qu'on en ait plus. Et on espère pouvoir en effet peut-être, je ne sais pas si c'est en 2021, puisqu'on n'a pas encore toutes les données budgétaires, mais en tous les cas, il faudrait se donner comme objectif d'en avoir 10 de plus tous les ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui, c'était juste pour savoir comment les Fécampois étaient au courant, parce que c'est vrai que c'est pas évident de connaître la démarche pour tout le monde. Alors après, Mme Karl Lambert, j'ajouterais qu'en fin de compte, nous travaillons avec des partenaires. Donc nous travaillons avec Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, le département de la Seine-Maritime et le bureau municipal de l'emploi. Donc tous ces partenaires sont ensemble et proposent des candidats lors de cette commission par rapport à leur projet professionnel. Merci. Monsieur Ouzé. Oui, je voudrais... Donc, ma camarade Céline Cusny est intervenue déjà sur ce sujet-là par rapport aux élèves aides-soignantes qui vont être formés dans la prochaine session. Et je voudrais savoir s'il y a dedans des candidates aides-soignantes. Non, mais c'est une des questions que je pose. D'autant plus que le CCAS recherche des gens véhiculés. Et je pense qu'il faut qu'on prépare l'avenir et qu'on soit très attentif. Et je pense que, par exemple, dans le projet qu'on voulait faire sur le zéro chômeur, c'est une des choses qui pourrait contribuer, une formation, et à côté de cette formation, le moyen d'être véhiculé, et de nous permettre de trouver, pour les gens dont on a besoin pour le CCAS comme auxiliaire de vie, qui pourrait être un des sujets dans lesquels on pourrait travailler et qui soit une voie de développement. Écoutez, les aides-soignantes fécampoises peuvent complètement déposer un dossier au bureau de l'emploi. Là, je ne suis pas capable, et de toute façon, je ne rentrerai pas dedans, parce que je n'ai pas à vous dire ce que font les uns et les autres. C'est en effet, on pourrait vous le dire de façon... mais voilà, peut-être qu'il y en a-t-il dedans, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est aussi... il faut bien que ce soit aussi fonction de la situation sociale des personnes. C'est-à-dire que vous pouvez être aide-soignante, mais avoir des parents qui ont les moyens ou vous-même les avoir, et donc vous ne rentreriez pas dans ce dispositif. On est sur les 2 accompagnements, comme je le disais, et le projet professionnel, et évidemment la situation sociale. Il n'y a pas d'exclusion ou pas de priorité à des professions. Mais les éventuelles places que vous donneriez en plus pourraient être sur de tels critères, parce qu'on se rend compte, quand il y a des réunions CCRS, qu'on a besoin d'auxiliaires de vie, et il faut qu'on se donne les moyens de se créer. David, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Alors, juste une petite réponse, et ça c'est important qu'on puisse l'entendre. Si on parle des auxiliaires de vie au CCAS, elles sont recrutées même sans permis pour certaines d'entre elles. Donc le permis n'est pas non plus un frein pour leur recrutement. Ça c'est important. Tous les organismes qui recrutent des aides à domicile, qu'ils soient publics ou associatifs ou privés, n'ont pas forcément cette politique. Nous, la politique du CCAS, c'est de recruter des aides, des auxiliaires de vie, des aides à domicile, qui sont aussi sans permis de conduire. Et dans ce cadre-là, elles sont accompagnées par la formation professionnelle notamment. David, offre d'emploi du CCAS.
Le service d'aide et d'accompagnement au maintien à domicile du CCAS de Fécamp recherche des auxiliaires de vie véhiculés. C'est clair. Mais même sans véhicule ou même sans permis, certaines sont recrutées aussi. C'est pas un obstacle au recrutement en tout cas. C'est privilégié en effet s'il y a permis, mais sans permis, elles sont recrutées également. D'autant qu'on intervient régulièrement en dehors de Fécamp, donc c'est sûr que c'est mieux quand on est véhiculé. Sur cette délibération, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne le versement d'une subvention à l'association Fécamp Escale Shopping. Nous avions déjà pu échanger sur les difficultés auxquelles, évidemment, sont confrontés les commerçants fécampois, notamment tous ceux qui ont été fermés administrativement, tous ceux qui le sont encore, et ceux qui n'ont pas été fermés administrativement, mais ont perdu des chiffres d'affaires extrêmement importants. Et nous avions pu déjà échanger sur, pourquoi pas, des propositions. Nous avons rencontré l'association Escale Shopping avec Fécamp Escale Shopping, avec Elisa à plusieurs reprises. Donc nous sommes arrivés, nous avons aussi examiné ce qui se faisait ici ou là et puis partager avec eux. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ils étaient plus à même de pouvoir organiser un dispositif. Donc c'est pourquoi nous allons leur attribuer une subvention de 50 000 €. L'idée étant qu'à l'ouverture des restaurants, que nous espérons prochaine, il puisse y avoir une organisation. L'idée étant évidemment de privilégier le flux. L'idée sera d'organiser une grande quinzaine commerciale avec la délivrance de tickets quand les personnes iront acheter. Donc vous irez une première fois chez votre commerçant, vous achèterez ce dont vous avez besoin, envie. On vous donnera des tickets et ces tickets permettront une semaine puis une deuxième semaine, en gros, d'avoir 2 tirages au sort avec des bons d'achat qui auront été achetés eux-mêmes chez nos commerçants. Environ, on présentera les modalités en temps voulu, mais qui pourraient être d'environ 300 € pour les magasins qui ont été fermés administrativement et un petit peu moins de 200 € pour ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires. Et donc ces personnes achèteraient, Fécamp Escale Shopping achèterait chez commerçants des bons d'achat qui seraient eux-mêmes redonnés aux personnes qui gagneraient les lots. Donc ça veut dire que les personnes viendraient en fait 2 fois au moins dans nos magasins. Et donc voilà ce qui a été travaillé, retenu et qui permet en effet de créer du flux et de partager avec l'ensemble des commerçants. Même chose dans ce domaine-là, il n'y a pas de recette miracle, je pense. En tous les cas, ils sont évidemment très enthousiastes pour mener ces opérations. Y croient beaucoup, mais tenaient, ce qui obligatoirement n'était pas notre cas initialement, tenaient à ce que ça puisse se faire simplement une fois, non pas en période de Noël comme certains territoires ont choisi, puisque en effet en période de Noël ils estiment qu'il peut y avoir ce flux suffisant. De plus, ils ont organisé eux-mêmes une tombola. Et donc, il souhaitait que ça puisse intervenir, encore une fois, à partir du moment où il y aura la réouverture collective pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le dispositif qui reste encore à en effet finaliser. Mais nous tenions à ce qu'il puisse, encore une fois, en bénéficier d'abord sur le budget 2020, puisque nous pouvions le faire, et surtout qu'il puisse, nous l'espérons, pourquoi pas le mettre en place d'ici fin janvier et avant le vote du budget. C'est pourquoi nous vous présentons ce soir cette délibération. Je ne reprendrai pas, vous l'avez devant les yeux, l'ensemble des initiatives que nous avons prises ensemble collectivement déjà lors du vote du budget
2020, et à la ville et à l'agglomération, mais qui sont de nature à soutenir le commerce local, dont nous savons que pour certains, il y a de fortes inquiétudes, notamment, particulièrement pour les bars et les restaurants qui ne savent pas, qui n'ont aucune perspective pour l'instant de réouverture. Pour avoir beaucoup échangé, les commerces de vêtements, de chaussures, c'était également très, très inquiet de cette fermeture administrative, sollicitait un recul des soldes, ce qui a été accordé puisque les soldes sont reportés au 20 janvier. Et pour avoir sans doute, comme la plupart d'entre vous, échangé avec eux depuis la réouverture, un grand nombre nous disent que pour l'instant, ils sont plutôt contents, avec peut-être moins de personnes, mais des personnes qui, en effet, viennent et achètent en forme évidemment d'intérêt, de soutien, et amène des personnes qui probablement ne venaient pas non plus avant. Donc nous croisons les doigts. Tout ceci est en effet très très fragile. On espère surtout que ce sera suffisant pour que l'ensemble de ces commerces puissent perdurer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Une abstention? Très bien. Merci beaucoup. La délibération suivante, tarification pour les groupes adultes guidés. Oui, je viens vous proposer un modificatif aux tarifications des visites groupes guidés. Vous savez que suite à la Covid, donc, on avait limité les groupes à 15 personnes au musée, hormis la salle d'exposition où les groupes étaient à 9 personnes. Ça se passait plutôt bien au musée au niveau du rapport tarification entrée des visites et les rémunérations de nos guides conférenciers. Nos guides vacataires, là où on n'avait qu'un seul guide pour 30, on en met 2 maintenant, puisque ce sont des groupes de 15, et on en met 3 si c'est plus de 30. Donc vous avez sur la délibération deux grilles. La première grille, c'est juste à titre d'information, de rappel et de comparaison avec la suivante. Ce sont les tarifs pris pour les visites au musée des pêcheries. Là, ce qui m'amène à venir vers vous ce soir, ce sont les visites des adultes, des groupes adultes pour les monuments et sites, où là, on était auparavant beaucoup moins cher, puisque vous avez les tarifs qui étaient aux environs de 100 €. 100 € pour un guide vacataire, ça suffit à payer le guide vacataire. Au-delà, ça ne suffit pas, d'où cette proposition de modification. Pour les groupes de 16 à 30 personnes, on passerait à 200 € au lieu de 100 auparavant, et pour les groupes de plus de 30 personnes, à 300 € au lieu de 200 auparavant. Tous ces modificatifs ne seraient valables que durant la crise, puisque la crise semble vouloir perdurer encore un peu en 2021, et donc les musées, vous savez, restent fermés pour le moment. Les visites groupées sont encore interdites également aussi, mais on anticipe sur une prochaine réouverture que l'on espère rapide. Et donc je venais vous proposer la modification de ces tarifs auprès de l'Office de tourisme qui répercutera sur ces groupes, puisque c'est l'Office de tourisme qui vend aux groupes. Je vous invite à en délibérer. Alors, non, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, pendant la crise, on augmente les tarifs. Donc peut-être que tout le monde n'a pas vu. L'idée, c'est qu'on est obligé, évidemment, d'avoir des plus petits groupes et donc d'employer des guides supplémentaires, ce qui justifie cette augmentation. Donc voilà. Ce que l'on a fait entre les deux confinements, et on se prépare à la prochaine sortie de confinement, et on aimerait pouvoir vous proposer donc d'encadrer beaucoup mieux ces groupes, et surtout de pouvoir payer nos vacataires. Voilà. Nous avons toujours payé. Hein. Que nous avons toujours payé. Voilà. Mais ça nous évite... Non, mais tu rigoles, monsieur Patry, mais ça nous évite de manger la grenouille, si tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des questions? Oui. Je vais bien m'exprimer, en tout cas pour exprimer mon vote contre. Je ne sais pas si ça vous empêche de manger la grenouille, mais clairement, le soutien que vous affichez pour le commerce local, on s'en félicite et on trouve tous cela nécessaire.
et responsable, mais là, pour le coup, ne pas soutenir la culture, j'avoue ne pas vous comprendre. Bien sûr, je comprends que ça crée un coût. Ce coût, néanmoins, vous auriez pu sans doute l'amortir. Comment expliquer à un milieu culturel qui est depuis pratiquement... ça durera une saison, une année globale, qui est en grande souffrance. Comment expliquer à des gens qui n'attendent que ça, la réouverture des lieux culturels, que vous allez augmenter les tarifs? Vraiment, c'est absolument incompréhensible. Je voterai donc contre. Je tiens à préciser que ça ne concerne que les monuments et sites. Ça concerne donc la visite des blocos, ça concerne la visite du circuit 39-45, etc. À aucun endroit de ces visites, on impacte quoi que ce soit. Le musée conserve moi, j'ai un peu du mal à entendre dire que l'on ne supporte pas et on ne soutient pas la culture. J'ai un tout petit peu de mal, pardon Bénédicte, mais ça, vraiment, j'ai du mal à l'encaisser. Pardon ? Libération culturelle, c'est bien des lieux de culture, me semble-t-il. Oui. C'est bien des lieux de patrimoine. On n'est pas dans l'animation. Pas du tout. Il s'agit bien de culture. On est bien sûr de la culture. Il s'agit bien de culture. Voilà. Nous nous sommes renseignés. Vous augmentez les tarifs. Vous ne soutenez donc pas une proposition de culture. Je suis désolée, Pierre. C'est assez clair quand même. Après, que tu ne l'assumes pas, c'est un... Non, j'assume complètement, mais j'assume aussi le fait de gérer ceci en bon père de famille. C'est à savoir que, oui, on a des guides vacataires. Moi, je préfère que l'argent que l'on ne va pas dépenser là, on puisse le passer au CCAS et pour faire du social et aider le commerce. Sincèrement. Alors, si vous voulez bien, parce que là, je trouve que de part et d'autre, pardonnez-moi, mais je vous trouve tous les deux très caricaturaux. Il s'agit absolument pas du tout. Vous pouvez lever les yeux au ciel. Moi aussi, je sais faire. Voilà. Donc, quand vous dites que c'est une délibération contre la culture, c'est totalement excessif. Il s'agit ici que des groupes. Il ne s'agit absolument pas des individuels. Donc, les personnes qui vont venir individuellement pourront, et vous savez comment viennent les groupes, mais arrêtez de lever les épaules, les yeux en l'air, comme si on était complètement débiles. Moi aussi, je sais faire. Oui, vous savez. Je sais faire, voilà. Donc, ce sont les groupes. Les groupes sont en général avec des tours opérateurs. Et nous avons aussi regardé, parce qu'on n'est pas complètement débiles, malgré tout, nous avons aussi regardé ce qui se faisait ailleurs. Et ce qui se fait ailleurs, ce sont ces tarifs-là, madame. Donc, vous pouvez le vérifier. Donc, ce n'est pas, en effet, complètement absurde quand on offre un service supplémentaire qui est en effet d'avoir des petits groupes de 10 plutôt qu'auparavant à 20. C'est ça ce dont il s'agit. On n'est pas à service équivalent. Auparavant, par exemple, les groupes étaient de 20. Aujourd'hui, ils passeront à 10. Donc, ça veut dire qu'on est bien sûr quelque chose de privilégié par rapport à avant. On accompagne mieux les personnes et peut-être que derrière, on restera de cette manière-là. Et on crée des postes supplémentaires. Puisque, en effet, auparavant, il y avait un guide et aujourd'hui, il y en aura 2 pour le même groupe. Donc, que vous résumiez cette décision à c'est simplement quelque chose où vous traitez, vous, la majorité, la culture avec dédain, ça, en effet, j'ai quand même un peu de mal à l'entendre, puisqu'il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit en effet de permettre de diviser par 2 les groupes que nous avions auparavant et de faire en sorte que, du coup, en effet, ce soit un petit peu plus cher. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des votes contre ? Un vote contre. Merci beaucoup. Des communications, est-ce que vous avez pu en prendre connaissance ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc c'est une communication. La dernière délibération, donc oui, il s'agit de vous informer des décisions qui ont été prises sur délégation du conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions ? J'en vois pas. C'est une communication également. Et vous dire que le prochain conseil municipal donc, sera normalement le 15 mars à 18h30. C'est un lundi 15 mars à 18h30.
pour le débat d'orientation budgétaire. Nous aurons peut-être d'ici là un autre conseil municipal, mais c'est en tous les cas la date que nous retenons pour le débat d'orientation budgétaire. Oui, dernière question, parce que, comme vous l'avez vu sur l'ordre du jour... Oui. Ce n'est pas une question, c'était juste pour savoir si vous aviez avancé sur les commissions. Oui, tout à fait. Par exemple, je sais que la commission culture et commerce doit se réunir le 5 janvier. Donc, il y a des dates qui vont en effet... Ça y est, il y a un agenda, on va être au courant. Oui, absolument. Merci. Super, merci. Belle fête de fin d'année à tous et prenez soin de vous. Bonne soirée.